Bonjour, bonsoir à vous tous. Vous êtes dans le Monde en 7 ce samedi 17 mai 2026. Voici les sujets qui ont retenu notre attention pour l'actualité de la semaine. Nous parlerons d'abord du Mali où l'armée mène d'importantes frappes sur la ville de Kidal pour tenter de reprendre cette ville des mains de la rébellion. Nous évoquerons également la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Il tente de rebâtir la relation entre la France et l'Afrique. On parlera également de ce rapport de l'ONG Human Rights Watch, rapport qui épingle sévèrement le groupe rebelle M23 et le Rwanda dans le conflit RD congolais. Et puis au Togo, le président du Conseil galvanise les troupes dans le nord du pays. Ce sera donc les sujets dont nous allons discuter avec mes deux invités. Frédéric Azeglo, qui est cadre de l'Union pour la République, le parti au pouvoir au Togo. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Samuel, bonsoir mon frère et ami, mon co-débatteur. Le co-débatteur, c'est Marcel Agbessinou, journaliste et juriste. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam, et je salue toute l'audience de New World TV, sans oublier mon co-débatteur, grand frère Azeglo. Merci à vous d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. On va commencer avec le Mali. Je le disais, l'armée malienne a mené plusieurs frappes aériennes dans la nuit de mercredi 13 à jeudi 14 mai dernier sur la ville de Kidal, c'est dans le nord du pays. Des frappes qui vont s'intensifier, c'est ce que l'armée a averti, des frappes sur cette ville contrôlée par la rébellion Touareg qui s'est alliée au groupe terroriste du JNIM. On le sait, au cours du mois d'avril dernier, ces deux groupes, le FLN et le JNIM, ont mené des attaques meurtrières contre plusieurs villes du pays, dont Bamako et Kati, des attaques qui ont été un coup dur pour l'armée malienne. Marcel Agbessinou, d'abord, on se rappelle, il y a quelques années derrière, l'armée avait repris le contrôle de Kidal et avait fait même de la reprise de Kidal un symbole très fort. Dernièrement, les rebelles ont repris à nouveau Kidal des mains de l'armée. Aujourd'hui, ces frappes visent à réimposer l'autorité de l'armée sur cette ville, selon vous? Oui, et vous savez, le contexte actuel, le contexte militaire actuel du Mali est un peu déplorable et regrettable. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali, avec l'avènement du jeune putschiste Assimi Goïta, le Mali est en train de faire une traversée de désert. Les groupes djihadistes, que ce soit les terroristes ou bien les rebelles, ils ont leur bastion dans ces grandes villes, notamment Gao, Tombouctou, Kidal et autres. Mais avec l'avènement de le général Assimi Goïta aujourd'hui, ils ont fait tout possible, ils ont fait des sauts qualitatifs pour repousser ces groupes djihadistes. Mais au fil du temps, de fil en aiguille, ces groupes se sont encore métamorphosés et en devenant des JNIM d'autre part et d'un autre côté, le groupe FNL qui se définit comme un front de libération de l'Azawad. Pour eux, FLA, voilà, pour eux, c'est juste pour reconquérir ce qu'ils ont perdu avant l'avènement de le jeune putschiste. Ils ne digéraient pas le pourquoi les militaires ont pris le pouvoir, parce que selon eux, ces territoires, ce sont des territoires conquis, parce que pour eux, c'est leur territoire. Nul n'a le droit de les retirer de leurs mains. Mais on croyait que les militaires ont la main mise sur le territoire, presque tout le territoire. Mais à notre grand étonnement, le 25 avril dernier, ces deux groupes rebelles, ils se sont regroupés en faisant des cibles
des cibles, des attaques conjointes. Et ce qui fait que le général ou bien le chef d'état-major de l'armée a été victime de ces attaques. Et c'est déplorable pour toute la sous-région. Et c'est l'occasion aussi de déplorer et d'encourager l'État malien. Mais là où le bas blesse, qu'est-ce que les militaires ou bien les putschistes ils revendiquent quoi concrètement? Est-ce que c'est le fait de dire que Kidal, c'est leur bastion, c'est seulement ce qui sous-tend leur revendication, ou bien il y a une main noire qui est en train de réorganiser les jeunes, surtout les Touaregs, pour pouvoir déstabiliser toutes les institutions qui sont mises en place par les militaires. Bon an, mal an, aujourd'hui, les militaires aussi peuvent toutefois frapper de la poitrine, peuvent toutefois revendiquer qu'effectivement, ils ont le contrôle de cette ville. Parce que tout ce que les djihadistes ont planifié, ils sont mis en déroute. Parce qu'aujourd'hui, les militaires, ils ont le contrôle de la ville de Kidal à travers les 4 frappes qu'ils ont menées le 13 et 14 mai dernier. Vous pensez qu'ils ont réellement le contrôle sur cette ville? Même s'ils n'ont pas totalement, la quasi-totalité du contrôle, au moins la situation est un peu sous contrôle. Avant, les Touaregs, les groupes Génim et FLA, eux, ils criaient, ils revendiquaient la paternité de cette ville qu'est Kidal, est majoritairement peuplée des Touaregs. Mais avec les 4 frappes ciblées, les frappes aériennes d'ailleurs, le 13 et 14, je peux vous dire avec certitude que la situation est sous contrôle. Est-ce que, Frédéric Azeglo, est-ce qu'on mène des frappes aériennes sur une ville qui est sous contrôle? Bon. Si la ville était sous contrôle, les militaires maliens devaient être sur terre, à terre, par terre, et faire leurs activités de repos ou de reprise de la ville. C'est qu'il y a un point d'interrogation. Kidal, je crois, est une ville très importante au nord du Mali. Oui. Je me rappelle lorsque Kidal était pris dans l'histoire des Azawad, tout ça, François Hollande était au pouvoir en France. L'humoriste nigérien Maman disait nous allons à Kidal, après que Kidal a été reconquis de nouveau et remis aux autorités maliennes de l'époque. Bon, maintenant, si ce n'est pas ce qui est à Kidal, et quiconque veut s'emparer du Mali pointe du doigt Kidal. Alors, c'est certainement à cause de ce mouvement sécessionniste. Justement. Oui. Et donc, quand les rebelles étaient arrivés, l'autre fois, ils ont accentué leurs activités sur Kidal. Et jusqu'à ce qu'ils aient déclaré qu'ils ont pris Kidal et qu'ils aient le contrôle de Kidal. Maintenant, c'est parce que Kidal est important que l'armée républicaine du Mali se lève et intensifie des frappes sur Kidal pour reprendre Kidal. Maintenant, dire, du côté de l'armée républicaine du Mali, dire qu'ils ont le contrôle de Kidal, je ne crois pas. Mais du côté des rebelles, c'est des rebelles de Génim, du FLA aussi. Oui. Alors, ils n'ont pas trop de preuves, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont le contrôle total sur Kidal, une ville qu'on bombarde, puisque c'est vous qui venez chercher, c'est vous qui venez attaquer. Si on arrive à vous bombarder, même que ça les frappes aériennes, je ne suis pas sûr qu'il soit totalement, qu'il ait totalement le contrôle de Kidal. Maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? On a toujours clamé au effort qu'il y a AES et que les armées de l'AES interviendront et défendront. Se défendront mutuellement en cas d'attaque. Voilà, en cas d'attaque. Alors moi j'attends que ce qu'ils ont promis, ce qui est signé dans leur accord, puisse prendre corps. Et pour que le Mali soit sauvé. Parce qu'aujourd'hui, notre manière de voir les choses, c'est que toutes les fois qu'on prend les armes, on s'éloigne de la paix. Toutes les fois qu'on prend les armes, on s'éloigne de la paix. Et ça rejoint ce que nous avons l'habitude de dire, que dans aucun contexte,
dans aucune situation. Chercher à prendre l'exemple pour régler quelque chose, ne le réglera pas. Aujourd'hui, Assimi Goïta sera en train de se rendre compte que c'est bien, je suis au pouvoir, mais il y a toujours la guerre, toujours la guerre, toujours la guerre. Moi, je vais dire que tous ceux qui nous entendent, ceux qui constatent ce qui marche dans les pays, comme ce qui ne marche pas dans les pays, ceux qui prennent des positions, ceux qui dirigent le monde et dont les voix sont écoutées partout dans le monde, peuvent à ce moment essayer de réagir pour faire d'économie en vies humaines. Pour faire d'économie en vies humaines. Alors quand on dit que l'armée intensifie des frappes sur Kidal, c'est pas sur des animaux. C'est sur des civils, c'est sur tout le monde, c'est sur monsieur, tout le monde, sur madame, tout le monde. On est en train de tirer pour prendre le contrôle. Et donc, les tirs ne font pas la différence entre qui il faut tuer et qui il ne faut pas tuer. Et un mort de plus est un mort de trop encore pour le Mali, pour l'Afrique. Alors, il y a un officier qui est en poste au commandement officiel de l'armée malienne à Mopti qui a dit la phrase suivante: nous ciblons des cibles précises, nous avons notre stratégie, dans les jours à venir, les frappes vont s'intensifier. Sur Kidal, les versions sont quand même assez divergentes. Il y en a qui disent que c'est le FLA avec le JNIM qui tiennent toujours la ville. D'autres disent que l'armée a repris le contrôle. Finalement, la question serait de savoir qui contrôle quoi à Kidal. C'est un peu compliqué d'identifier avec certitude qui contrôle quoi, qui est vaincu et qui a le vent en poupe. De temps que si vous regardez le Mali, c'est un pays presque continent. Enfin, le Mali est tellement vaste, vaste d'abord de population, l'étendue même est vaste et la population aussi. L'État central n'arrive pas au moins à contrôler, à avoir la même mise sur toute la population. Ce qui fait que le nord du pays devient une proie très facile et sensible pour ces groupes djihadistes. Et c'est vrai que les propos sont un peu divergents et il n'y a pas de l'unanimité dans les déclarations. Mais l'État reste toujours l'État. La République ne tue pas ses enfants. Si nous nous en tenons à ça, je peux vous dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est les groupes terroristes là qui seront vaincus du jour au lendemain. Parce que l'État a le monopole de la force légitime. Et si des puissances étrangères, entre guillemets, sont derrière ces groupes terroristes, les djihadistes, c'est-à-dire que le JNIM et FLA, je peux vous dire que demain après-demain, ils seront lâchés lamentablement par ces puissances étrangères qui sont derrière eux. Parce que l'État malien, avec la coopération militaire entre les trois pays de l'AES, ils vont venir toujours à bout de ces... C'est la question, c'est où est cette coopération militaire actuellement? On en parle beaucoup, mais sur le terrain, on ne semble pas voir cette coopération agir. Sur le terrain, vous ne pouvez pas aussi affirmer que c'est uniquement les militaires maliens qui sont toujours au front contre le groupe JNIM et FLA. Parce que aujourd'hui, il y a sur le terrain, vous allez voir également, écouter la déclaration conjointe de groupes qui sont venus de la Russie. Et si les Russes sont là, l'Africa Corps, s'ils sont là aux côtés des militaires maliens, n'oubliez pas que probablement les militaires nigériens aussi et burkinabés aussi doivent être aussi de l'autre côté. Donc, forcément, je suis sûr et certain que cette coopération militaire doit être mise en branle pour au moins mettre en déroute ces groupes rebelles. Mais ce que je peux encore dire au pouvoir central et aux autorités maliennes actuelles, ils n'ont qu'à essayer d'identifier les vrais problèmes de la société malienne
il ne suffit pas de mettre tout le monde en prison. Parce que c'est difficile aujourd'hui au Mali de hausser le ton contre le pouvoir central, contre la junte au pouvoir. Quiconque qui oserait de critiquer ouvertement la junte au pouvoir, il est mis hors état de nuit. C'est le cas de l'imam Djiko, qui est en exil. Il me semble qu'il est probablement en Algérie. Il y a plein On accuse d'être aussi derrière la rébellion. Effectivement, alors que ce sont ces gens-là qui ont, bon gré mal gré, soutenu la venue de la junte au pouvoir. Mais si vous refusez à la population de s'exprimer, d'exprimer et de dire ce qui sont tréfonds, vous allez arrêter le mur. C'est ce qui se fait aujourd'hui. La population ne coopère pas, ne collabore pas avec la junte au pouvoir parce qu'on lui laisse seul. Qui n'a qu'à, ou bien qu'elle n'a qu'à avancer, on va voir. Et voilà que la junte éprouve de difficultés. Sinon, pourquoi dans un régime ou bien dans une nation gouvernée par des militaires, des individus qui n'ont même pas suivi de formation militaire vont oser jusqu'à tuer un général de guerre, un chef d'état-major de l'armée, toute l'armée malienne. Il y a quelque chose qui... Le ministre de la Défense. Le ministère de la Défense, autant pour moi. C'est un peu compliqué. Vous allez voir qu'il y a une faille au sein de l'armée même. Donc, c'est le moment de lancer un appel vibrant aux autorités maliennes de corriger vite le tir, sinon le pire va survenir. Au regard de ce qu'on observe actuellement, on a l'impression que la reprise, ou je dirais la nouvelle tentative de reprise de Kidal va être un peu plus compliquée qu'avant. Mais l'armée du Mali a du plomb dans l'aile pour reprendre Kidal. Ce n'est pas chose facile. C'est pourquoi ils sont en train de procéder ça de communiquer, de longs communiqués pour apaiser certains cœurs. Vous voyez, quand on parle de guerre, nos amis africains soutiennent la guerre. Non, prenez des armes, allez régler ça. Les armes n'ont jamais rien réglé de correct. Les armes ne sont jamais parvenues à régler une situation définitivement, tout comme ce qui se passe dans le monde entier, ce que vous voyez aujourd'hui en Iran, tous les autres. Les armes n'ont jamais rien réglé très bien. Maintenant, quand nous revenons dans notre Mali, dans notre chère Afrique de l'Ouest, au Mali d'Assimi Goïta, mon co-débatteur en a parlé, il ne s'agit pas d'envoyer des gens en prison. Parce que quand vous envoyez une seule personne en prison, la personne a ses origines, la personne a ceux qui l'aiment, la personne a ceux qui le soutiennent. Quand vous mettez un individu en prison, surtout illégalement, surtout maladroitement, vous mettez toute une communauté, tout un ensemble d'opinions en prison. Et quand vous continuez de le faire, vous fabriquez sans le savoir beaucoup d'ennemis, mais qui n'auront pas le temps de parler, qui n'ont pas la bouche pour parler, mais qui parleront lorsqu'ils en auront l'occasion. Alors, entrer dans une ville, s'attaquer de la ville la nuit, parvenir à tuer le ministre de la Défense, c'est des failles graves, des failles graves pour un pays souverain qui s'appartient, un pays de surcroît dirigé par une junte militaire. Alors, d'aucuns pensent que c'est seulement lorsqu'un militaire est à la tête du pays que le pays est bien surveillé. Ça nous montre. Nous étions sur ce plateau, je crois, il y a 1 an, quand nous parlions de l'attaque contre ce même Mali où on a attaqué un camp, on a tué des gens dans le camp. Ça veut dire que la sécurité malienne présente des failles que le président Goïta et ses collaborateurs militaires doivent prendre le temps de juguler, doivent prendre le temps de prendre des dispositions pour combattre afin de garantir la sécurité pour leurs concitoyens maliens. Nous nous rappelons dans ce pays, ici, quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, la chose qu'il promettait le mieux aux Maliens, c'était la sécurité, c'était la paix. Alors, nous sommes en train de constater que la chose sur laquelle il faillit le plus, c'est la sécurité, c'est la paix. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un dise, bon, moi je ne peux pas dialoguer avec un terroriste ou un djihadiste. Bon, est-ce qu'il y a la question que moi je me pose, je la pose à la personne, est-ce qu'il y a parmi les belligérants, un côté qui dit allons à la paix, allons à la négociation? Personne ne le dit.
chacun revendique sa possession sur Kidal. Et l'armée et le JNIM et le FLA sont en train de dire que bon, nous avons pris Kidal, nous sommes à Kidal, nous gérons Kidal. Et aujourd'hui, l'opinion internationale, personne ne sait réellement qui est-ce qui contrôle Kidal. Maintenant, quant à l'armée, l'armée du Mali ne se limite pas qu'à Assimi Goïta. Une armée est un tout. Une armée, c'est toute une composition. Alors, que font tous les autres? Les généraux, les officiers, les sous-officiers, les hommes de pouvoir, les hommes de force au Mali. Ils font quoi? Ils font quoi? Et une union pénètre, on tue les gens, on prend le pays. Ce n'est pas ce qu'ils ont promis aux Maliens. Ce n'est pas ce qu'ils ont promis aux Maliens. C'est ça aussi l'occasion pour nous, Africains, pour quiconque dans le monde, de comprendre que lorsque quelqu'un est au pouvoir, vous pouvez, quand vous n'êtes pas dans le terrain pour jouer, sur le terrain pour jouer, vous découvrez voir des failles, des incapacités, des fautes, relever des fautes, dire si je vais là, je ferai mieux. Et si vous partez sur cette base et vous commettez un coup d'État qui vous amène au pouvoir, voilà, vous serez en face de certaines difficultés indescriptibles comme ce que nous sommes en train de vivre au Mali aujourd'hui. En même temps, il faut dire que l'armée malienne ne peut jamais accepter la scission du territoire. Parce que ce que réclame également ce groupe, disons-le clairement, c'est impossible à lui concéder. C'est impossible à lui concéder. Moi, personnellement aussi, si j'ai à me prononcer sur ça, je n'aurais pas me prononcer pour la scission d'un pays. Je peux me prononcer pour la scission d'un pays. Mais aucun sacrifice n'est trop grand s'il s'agit de faire la paix dans un pays, de donner la paix aux citoyens, de donner la quiétude aux Maliens. Aucune concession n'est trop grande. Marcel Akwesino, vous pensez que cette armée doit simplement accepter le fait aujourd'hui de dire qu'un groupe s'est allié à un mouvement terroriste, ils ont pris quelques villes, ok, de toute façon, c'est dans leur cela, créons un autre Mali, parce que là, ça va faire tache d'huile, d'autres vont regarder, vont se dire, bon, il suffit de prendre 2-3 kalash et puis on peut faire céder un gouvernement. Non, la République malienne est indivisible. Et une est indivisible. Comme n'importe quelle république. Vous savez... Comme le Soudan. Oui. Mais la situation au Soudan est un peu ambiguë par rapport à celle du Mali. Les Touaregs seuls ne pouvaient pas revendiquer la scission du Mali et l'obtenir. Si vous voulez, la définition de l'État, c'est quoi? Les 3 éléments constitutifs de l'État, c'est quoi? C'est la population, le territoire et un pouvoir politique organisé souverain. Donc le Mali définissait et définit tous ces 3 critères, éléments de définition de l'État. La population existe. Le territoire existe. Si Kidal est une portion aussi, une entité de l'État est malien et qu'il y a des individus, ni foi ni loi, revendiquent cette paternité, l'État central n'a pas le droit à céder aucun iota à leurs revendications, sauf qu'il doit prendre ce qu'il revendique, si c'est possible, à mettre dans son actif pour améliorer la situation quotidienne des Maliens. Ce que moi je déplore, je vais continuer toujours pas à regretter, est que c'est un peu ambigu de voir les militaires, la junte au pouvoir, de dissoudre les partis politiques. Les partis qui ont mené des hautes luttes afin qu'eux, ils viennent au pouvoir. Une fois arrivés au pouvoir, ils ont dissous ces partis politiques. Ça ne s'arrête pas là. Ils ont dissous la société civile. Ils ont réussi à exiler les voix discordantes. Ils ont réussi maintenant à continuer à emprisonner les jeunes qui voient clair. Donc de là, vous révoltez la population sans le savoir. Cette population, cette masse qui est majoritairement peuplée des jeunes, c'est eux qui devaient vous accompagner, c'est eux qui devaient vous collaborer avec votre pouvoir pour mettre à l'état des nues les gens qui sont des gens suspects au sein de la masse. Mais tel n'est pas le cas. Vous pensez que tout le monde est devenu votre ennemi. Quiconque qui ne partage pas votre gouvernance, pour la junte au pouvoir, c'est son ennemi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si moi j'ai joint beaucoup de gens au Mali,
Ils m'ont dit que la situation est tellement déplorable. Il n'y a même pas de carburant parce que la junte a ouvert plusieurs fronts au même moment. Contre la France, le pays ami, avec eux, ils ont, la dernière date, c'est qu'ils ont encore renvoyé les militaires ukrainiens qui sont sur place. Donc, même les États-Unis sont renvoyés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la coopération militaire se limite entre les 3 pays de l'AES, plus la Russie qui cherche aussi son intérêt. Donc, moi, je vois que la situation est un peu compliquée, mais l'État demeure toujours l'État. Et le groupe GNIM et FLA, ce qu'ils revendiquent aussi, n'est pas juridiquement fondé. On va passer maintenant au second sujet, c'est la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Le président français donc qui effectue cette tournée dans 3 pays africains. Ces 3 pays, ce sont l'Égypte, le Kenya et l'Éthiopie. Objectif, renouveler le partenariat France-Afrique ciblant des pays, cette fois-ci non francophones, axés sur l'économie et la diplomatie. Cette visite donc inclut le sommet Africa Forward à Nairobi, où le président français a promis un investissement de 14 milliards d'euros. Donc c'était une annonce. On a suivi un peu cette tournée. Et Frédéric Azeglo, la France, mal aimée aujourd'hui dans l'espace francophone, se tourne vers l'espace anglophone. Oui, la France, mal aimée pour le vos termes, dans l'espace francophone, se tourne vers l'espace anglophone. Oui, mais quand on te refuse à gauche, tu peux aller à la droite pour voir si tout marche bien. Moi, personnellement, je n'ai pas grand-chose contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été élu par son peuple, la France. Il est en train de boucler 10 années à la tête de son État. Il a fait ce qu'il peut. Et il a échoué, il ne le peut pas. Mais voilà, c'est un président régulièrement élu qui est en train de finir ses 2 mandats. Et moi, j'ai dit, je le dis malencontreusement, ça agace certains, mais je continue de le dire. Pour moi, Emmanuel Macron est le président français qui a été le plus proche de l'Afrique. Jamais un président français n'a ouvert de dialogue direct avec des jeunes français qui lui racontent du n'importe quoi, qui leur a le bol, et il sourit. Quand nous étions tout petits, jeunes, adolescents, un président français, quand il entre en Afrique, c'est comme un serpent qui entre au poulailler. Oui. C'est comme un serpent qui entre, une vipère qui entre au poulailler. Alors, Emmanuel Macron, aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai rien contre Emmanuel Macron. C'est un des présidents français qui a été le plus proche de ceux que j'ai connus, qui a été le plus proche des populations africaines. Il était au Burkina Faso, où des jeunes racontaient n'importe quoi, tout le monde lui dit n'importe quoi au visage. Il dit, bon, attention, nous allons corriger, la France va refaire. Et il a reconnu beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs que la France aurait commises en Afrique. Alors, voilà. Emmanuel Macron est à fin de mandat, en temps normal, sur la terre des vivants. Quand quelqu'un finit son parcours, s'il n'est pas conscient, il s'en fout de ce qui devait arriver après. Mais les promesses que Macron fait aujourd'hui, les déplacements qu'il fait aujourd'hui, sont de nature, selon moi, à polir l'image de la France, l'image bien entendu qui est en train de déplaire à tout le monde dans le monde entier, surtout en zone francophone. En zone francophone. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse aujourd'hui, nous sommes au Togo. Nous avons de nombreux dialectes. Mais avant que ce que nous disions soit écouté, compris par tous les Togolais aujourd'hui, nous sommes obligés de faire un débat, de parler la langue de la France. Et c'est ce que nous sommes en train de parler, qu'on veuille ou non. Avant qu'on ne finisse, on réussisse à éradiquer cette langue, il faudra encore plusieurs décennies, pas éradiquer, mais quand on va dire, ok, adoptons une autre langue, qui soit la langue officielle du Togo, ça va prendre des décennies et des décennies. D'autant plus que les diplômes que nous obtenons aujourd'hui, nous obtenons en français. Les diplômes que nos enfants obtiennent aujourd'hui, les obtiennent en français. Alors ça va être difficile. Maintenant, nous vivons sur la terre des hommes. Quelqu'un peut commettre une erreur. Quelqu'un qui est au pouvoir commettre une erreur. Mais puisque le pouvoir est rotatif, quelqu'un viendra
et réparera cette erreur-là de manière à ce qu'on n'entende plus parler de l'erreur qui fait que la France n'est pas aimée. Chez nous, on dit, c'est celui qui prend souvent la gourde pour aller au marigot, c'est lui qui casse la gourde. Alors, la Russie n'a jamais colonisé un pays en Afrique. Et donc, on ne connaît pas les hauts et les bassesses ou les excellences de la Russie. Alors, il n'y a que la France qui a colonisé beaucoup de pays en Afrique. Et donc, la France est plus visible en Afrique. Ce qui a fait que les Africains ont connu les faiblesses de la France, les forces de la France, quand la France aime, quand la France n'aime pas, qu'est-ce que la France soutient, qu'est-ce que la France ne soutient pas. C'est pourquoi nous l'avons connu. Monsieur Vladimir Poutine est en train de faire ses premiers pas en Afrique. C'est le moment de voir où il est faible, où il est fort. Alors, Emmanuel Macron, en Afrique, fait une tournée sur les zones anglophones, c'est bien. Et j'ai dit, sa politique, il a fait beaucoup de choses dans lesquelles il s'est démarqué de la politique traditionnelle de la France. Auparavant, les gouvernements français ne s'intéressent pas trop aux pays anglophones. Ils disent un peu carré français, donc c'est le pays colonisé par la France. Mais si les trois pays, Égypte, Kenya et Éthiopie, sont anglophones, et si Emmanuel Macron s'intéresse à ces trois pays-là, anglophones, jusqu'à promettre 14 milliards d'aides, d'investissement, oui, à William Ruto, donc au Kenya, je crois que c'est un pas qu'il faut applaudir. Il ne le fait pas pour recoloniser William Ruto ou se faire aimer. De toute façon, on a écouté aussi le discours de William Ruto. On sait qu'il n'est pas dupe. Hein. Il a prévenu que les Africains ne se laisseront plus jamais dominer. Oui. Justement, quand vous avez quelqu'un qui est conscient que son père vous a fait quelque chose de mal et qu'il pose des pas, ce n'est pas toujours dans l'intention de dominer, mais peut-être aussi dans l'intention de réparer ce qui avait été fait de mal. Marcel Aguestinou, pour vous, Emmanuel Macron est en opération de charme. Il faut reconquérir les cœurs des Africains et ça commence par l'espace anglophone. Mais vous savez, la France a commis beaucoup d'erreurs en Afrique et c'est le moment de regretter. Et la France est en train de regretter son passé glorieux parce que la France n'a pas colonisé les Africains, que ce soit le Togo, que ce soit les autres pays. Bon nombre de pays ont été placés sous mandat de la SDN et sous tutelle française. De là, la France a usé de ses prérogatives d'un parrain envers les Africains. Vous savez, en moins de 60 ans, après les indépendances, vous êtes mûrs à identifier que moi, que les pères des indépendances ont été assassinés un à un. Que ce soit Patrick Lumumba, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, je peux multiplier, allonger la liste. Et c'est regrettable pour notre continent, ce qui même a fait agenouiller notre continent du développement. Le continent voulait à l'époque prendre son envol pour un développement extraordinaire. Mais si vous fouillez l'histoire, si vous fouillez les archives, les historiens ont prouvé avec des preuves tangibles que la France a été derrière à ces coups d'État, que la jeunesse africaine, les élites intellectuelles africaines regrettent amèrement, la population africaine regrette amèrement, jusqu'à l'avènement de l'arrestation de Gbagbo en passant par l'assassinat de Kadhafi dans son bunker à travers, dans son bunker et tunnel. Mais cela ne suffisait pas pour la France de se replier, de faire autocritique. Mais à l'avènement des djihadistes, on est en train de voir des images où les Français ou l'Européen sont en train d'entraîner certains groupes djihadistes. En flagrant délit, ils ont été arrêtés
ailleurs ou bien même victimes de l'explosif. Ce qui fait que les dirigeants, que ce soit les dirigeants africains et les jeunes africains avertis, ils rejettent la politique française en Afrique. Ils rejettent la France-Afrique là, que c'est bon. On ne comprend pas quel est le partenariat qui retourne contre des États qui est maladroitement utilisé ainsi. Vous voyez, lors de la Première Guerre mondiale, déclarée, j'ai l'habitude de citer la date, le 28 juin 1914, la France, pour être libérée, que ce soit la première, la deuxième, qui a été éclatée effectivement en 1939 à 5h45, la France a été aidée par les Africains à être libérée aux mains de l'Allemagne et autres. Mais une fois que les tirailleurs sénégalais ont réussi à libérer cette France, au lieu de remercier seulement les dieux que les tirailleurs sénégalais ont demandé lorsque la guerre est pris fin, et ils ont demandé au moins leur dû, leur rémunération, pour remercier les troupes africaines baptisées les tirailleurs sénégalais. La France a ouvert des feux sur les tirailleurs sénégalais et sur les côtes sénégalaises, ce que nous appelons les événements de Tiaroy. Vous vous souvenez? C'est tout récemment que la France a reconnu effectivement que le drame là, il a ses mains liées, il en est pour quelque chose, il a présenté ses excuses, mais pas pardon. C'est les propos d'Emmanuel Macron que la France présente ses excuses, mais pas pardon. Vous voyez l'arrogance de cette France, ça fait que les Africains commencent, les dirigeants africains commencent à s'adonner peu à peu à la Russie. Sinon, la Russie n'a aucun intérêt chez nous en Afrique, mais c'est les Africains maintenant qui se dirigent vers la Russie. Malheureusement. Malheureusement pour eux. Malheureusement. Donc, Emmanuel Macron est venu faire une tournée de remobilisation, de galvaniser encore que nous sommes là, ne nous oubliez pas. Si vous vous tournez vers la Russie... Et ça, il le fait dans l'espace anglophone. Ça peut marcher? L'espace anglophone, vous savez, parce qu'il y a certains dirigeants qui ont réussi maintenant à coopter. C'est le cas du géant Nigeria. Bola Tinubu, comment vous appelez son nom? Bola Tinubu. Lui, il n'est pas un politique. Il est quoi? Ce n'est pas un politique avisé. D'ailleurs, un octogénaire qui a pris le pouvoir, il doit être malmené par la France. Pourquoi? Parce que la France, avec ces personnes, ces dirigeants, c'est ses matières de base. Donc, sa politique peut toutefois marcher au moins pour 5 ans dans ces pays anglophones. Mais pas n'importe où. Je sais, c'est comme s'il était également en Éthiopie. Oui, Éthiopie. Oui, Éthiopie, vous savez, il y a des événements aussi en Éthiopie. Si vous questionnez l'histoire, l'histoire vous dira que Éthiopie, la France a aussi amené la vie dure aux Éthiopiens. Alors ici, est-ce que, c'est vrai, on a entendu des propos de Emmanuel Macron, par exemple, il disait, nous sommes, en parlant de la France est je paraphrase, le meilleur panafricain, c'est eux. Quand il dit des choses comme ça, est-ce que ce président comprend jusqu'où certains Africains ressentent ce désamour vis-à-vis de la politique française? Bon, je ne trouve pas ce garçon, ce fils, qui a dit dehors que ma maison est la pire des maisons. Mais il n'atténue pas les propos. Quand il sort, il dira à la maison de mon père, c'est la meilleure des maisons. Même s'il a conscience que la maison de son père n'est pas la meilleure. Emmanuel Macron n'est juste qu'un fils de la France dehors qui veut vanter les mérites de sa France et ne peut pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Cependant, il y a l'histoire que nous n'allons pas renier, l'histoire qu'on ne peut effacer. Avant d'accepter la main de quelqu'un qui dit « je viens te faire du bien », ce n'est que lorsque toi-même tu te sens dans une position de faiblesse.
50 ans derrière nous, même 30 ans derrière nous, même aujourd'hui, quand vous êtes là, en ville quelque part, quand un blanc descend de cette voiture, commence par poser des questions, veut savoir quelque chose, vous voyez la courtoisie que l'Africain lui donne tout de suite. On dit non, non, attendez pas, écoutez, il parle. Ça veut dire, le noir, l'Africain même, s'est culpabilisé, il dit, ah, je suis faible, je n'ai rien. Voilà, il voyait en le blanc son sauveteur. Il voyait en le blanc son messie. Quelqu'un qui viendra et ses problèmes disparaîtront. Même aujourd'hui, je me permets de dire ça sur ce plateau, et ça m'engagerait. Même en affaires, quand vous rencontrez un Européen qui vous propose des affaires, vous êtes sûr de faire de bonnes affaires que lorsque vous rencontrez un Chinois, un Indien. Veut dire, nos grands-parents, nos arrière-parents voyaient dans le français, dans l'anglais ou dans le blanc, quelqu'un qui viendra atténuer, finir ses problèmes. Et donc, c'est de ces positions-là que les Blancs ont abusé. De la naïveté des Africains. De la naïveté des Africains. C'est de ça qu'ils ont abusé pendant plusieurs décennies. Pendant plusieurs décennies. Si l'Africain se met aujourd'hui à compter tout le mal que la France lui a fait, ou que les Européens ont commis en Afrique, il faut qu'ils prennent le temps, de voir le bien que l'Afrique aussi a tiré du fait qu'elle soit colonisée par les mêmes Blancs. Mais pourquoi la colonisation n'a pas duré aux Amériques, dans les autres pays? C'est parce qu'ils sont réveillés tôt. Aujourd'hui, la manière dont un Français va traiter un Togolais, un président français va traiter un président togolais, n'est plus la manière dont un président français viendra hausser les épaules à Lomé en 1963. En 2026, quand un officier français vient à Lomé, il va parler doucement, doucement. Parce que nous avons tous l'Internet. Ce qui se passe aujourd'hui, il suffit d'allumer la télé, tu verras ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Miami, ce qui se passe à New York. Or bien, le monde est devenu un village planétaire. Et que l'information ne viendra pas de quelqu'un qui descend d'un avion, forcément. Avant que lui descende de l'avion, un petit garçon à décor a déjà appris ce qui se passe à Paris, comment est-ce qu'on tire à Kidal, on va te dire ça. Ça veut dire qu'il y a une équité dans le partage de l'information aujourd'hui. Ce qui n'existait pas avant. Et donc, quand l'Africain reçoit un étranger, il se plie et veut se montrer bien devant l'étranger là et faire la volonté de l'étranger. Surtout quand l'étranger, fût-il un Français ou un Anglais ou un Espagnol, vient, ou un Belge arrive au Congo avec des présents, des pagnes, du champagne, du vin, de la cigarette, de tout ça là. Ce que l'Africain, des choses auxquelles la main de l'Africain ne peut pas toucher facilement. Et il vient vous donner des présents, il dit, moi d'accord, je vais faire ci, je vais faire ça. Le blanc est puissant. Le blanc était puissant. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est devenu président dans une France qui n'a plus de grande différence par rapport à l'Afrique. Et donc la France-Afrique, au temps de Macron, n'est pas la même France-Afrique au temps de François Mitterrand, au temps de Georges Pompidou. La France-Afrique de François Hollande est encore un peu meilleure par rapport à la France-Afrique d'Emmanuel Macron. Et le président qui viendra prochainement va plus souffrir que Emmanuel Macron. Parce que les Africains veulent avoir des relations d'égal à égal. Oui, justement. Mais il y a une vérité, c'est que nous ne pourrons pas nous départir totalement. L'ancien président, donc Patrice Talon du Bénin, a dit nous allons toujours continuer à traiter avec eux, mais nous allons traiter d'égal à égal. Et qu'est-ce que la France peut encore, rapidement, qu'est-ce que la France peut encore apporter à l'Afrique qu'elle n'a jamais apporté? C'est trop tard, parce qu'elle a déjà épuisé toutes ses cartouches en Afrique. Depuis que la France
ou bien depuis que exemple, notre pays, le Togo, depuis que le Togo a été placé sous tutelle de la France, aucune voie à Lomé n'a été bitumée jusqu'à présent, et on dirait que c'est l'œuvre de la France. Non, sauf la voie Blita-Agbonou. Ça, c'est regrettable. Quel partenariat? Rien. Vous n'allez pas identifier. Est-ce que l'aéroport Niassène Béya... des investissements français. Non, quel investissement est bénéfique à nos concitoyens, à notre population. Ton grand-père qui vivait à l'époque là. Vous savez, au moins aujourd'hui, vous pouvez voir un partenariat gagnant-gagnant entre le Togo et la Chine. Partenariat gagnant-gagnant entre les autres pays de la sous-région, entre la Chine, et c'est bénéfique. Mais vous êtes en partenariat avec la France. D'abord, votre ressource minière est pillée. On ne vous donne... La Chine ne fait pas moins non plus. Hein. La Chine ne pille pas les ressources. Elle ne fait pas la Chine est là. Mais la Chine est là. La Chine, elle n'est pas là par altruisme. C'est pas pour nos marchés. Elle domine le marché. C'est la concurrence entre la Chine et les autres pays. Dans le marché africain. Je peux vous dire que le pire des partenaires en affaires, c'est les Chinois. Le pire des partenaires en affaires, c'est les Chinois. Mais c'est ça, au moins... Vous êtes en affaires avec un Européen, vous êtes à l'aise. Mais vous êtes en affaires avec les Chinois, les Chinois ne respectent aucune clause. Les Chinois ne respectent aucun contrat. Le Chinois, c'est un Africain bis, hein. C'est un Africain bis. Alors, oui, un Européen, quand il y a un contrat avec un Européen, il respecte, il te paie les trucs à la lettre. Mais le Chinois, tu es à sa trousse, il cherche à fuir, il cherche à escalader les murs. Laissez les Chinois de côté. Je sais la France est meilleure par rapport à la Chine. Non, meilleure si vous clamez que la France, elle est meilleure. C'est comme si la France a rendu notre continent, nos États, tout rose. J'avais déjà dit que l'Afrique était en position de faiblesse. Alors, on continue toujours par payer nos dettes envers la France là. Pourtant, elle est toujours avec nous. Aucune infrastructure, sauf quelques instituts où eux-mêmes ils sont à l'aise. Le reste de la population est victime. Le coup d'État, la population est marginalisée. C'est pas la France. Quand l'Allemagne avait l'occasion. L'Allemagne, qu'est-ce que l'Allemagne a fait au Togo? Quand l'Allemagne avait l'occasion, le Natchigal avait signé un traité de protectorat qui n'était pas un traité de protectorat, qui n'était pas en fait un traité de protectorat. Ça veut dire que lorsque un puissant, un plus fort a les moyens, il pille le plus faible. Ça a été toujours comme ça. Messieurs, permettez qu'on puisse marquer la pause pour regarder le journal et on revient pour la